Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe et tous les 5 épisodes, comme c'est le cas aujourd'hui, d'un avocat reconverti. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à ceux qui ont découvert Fleur d'Avocat récemment parce que j'ai bien l'impression que vous êtes très nombreux de par vos messages et de par ce que je vois des écoutes à avoir découvert le podcast. Et donc voilà, bienvenue, vous avez plein d'épisodes à écouter puisque vous attrapez le train en marche et donc c'est formidable et je suis heureuse de vous compter parmi les nouveaux auditeurs et les auditeurs en général. Aujourd'hui, mon invitée est Pauline Aurel. Pauline a exercé pendant plusieurs années au barreau de Paris. Elle faisait du droit des affaires et plus particulièrement du droit social avant de partir en entreprise comme juriste d'entreprise et enfin de laisser le droit notamment pour faire de la sculpture. Elle est donc aujourd'hui artiste et sculptrice et elle nous parle de ce long cheminement qui date un peu parce que ces années comme avocate étaient il y a un petit moment déjà. Ce qui explique aussi en partie que vous l'entendrez vraiment se remettre dans l'époque, donc prendre son temps pour vraiment réfléchir à comment est-ce qu'elle se sentait à certains moments de ses choix professionnels. Mais c'est très chouette de voir cette évolution aussi sur le long cours, après avoir laissé la profession d'avocat, l'exercice comme juriste, et ensuite d'avoir encore changé de peau pour devenir sculptrice. Je remercie Charlotte Aurel Olivier, maître Charlotte Aurel Olivier, sa sœur donc, de m'avoir parlé de Pauline. Je remercie également Mathilde Jure et Marion L pour leurs avis sur Apple Podcast. C'est très utile et d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre votre téléphone ou votre tablette et à laisser un avis sur Apple Podcast. Vous êtes plus de la moitié des auditeurs à écouter Fleur d'Avocat sur Apple. Donc prenez quelques minutes pour partager ce que vous pensez du podcast. Ça aide à faire connaître le podcast, ça m'aide dans mes algorithmes et donc c'est formidable. Et je remercie aussi et encore Aude Coche qui s'est occupée de la post-production du podcast. Voilà, je vous laisse donc en compagnie de Pauline Aurel et moi-même pour cette discussion et vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Pauline Aurel. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Mais je vous en prie. Alors Pauline, racontez-moi si vous le voulez bien, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Alors pourquoi et comment? C'était il y a longtemps, hein, donc il faut que je me souvienne. Mais enfin, en gros, si j'étais dans une famille de juristes pour lesquels la référence au droit et à la réflexion juridique était depuis le biberon. Donc c'était assez naturel d'avoir cette ouverture qui était un peu présentée comme et d'ailleurs vécue, c'est vrai aussi, comme comment apprendre les règles de la société dans laquelle on vit et donc voilà, par osmose parentale au départ. Et ça vous plaisait quand même comme orientation? Ah oui, tout à fait. Ou vous posiez pas trop de Non, questions? pas du tout. Non, 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 non. J'avais certes passé un bac scientifique, mais et j'avais commencé par une hypocagne, mais c'était plus à cause d'histoires de déménagement et que j'avais passé mon bac en Polynésie française et du coup, en rentrant, j'ai passé une année alors que je pensais faire du droit, mais en faisant quand même une hypocagne parce que j'étais rentrée en milieu d'année. Et ensuite, j'ai commencé mes études de droit. Non, non, tout à fait intéressée et pas du tout forcée. Non, non, c'était plus dans la culture que c'était imprimé, pas dans les ordres du tout. Donc oui, Oui. non, 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 oui. Et donc non, non, j'ai adoré la logique juridique et les études de droit que j'ai d'abord fait à Angers en fait une première année et puis ensuite j'étais à Malakoff pour ensuite passer en licence maîtrise à Assas, Mhm. d'où j'avais inauguré donc ça va vous paraître très loin, mais les échanges Erasmus. On était les premiers étudiants, on était 4 à partir et inaugurer les échanges Erasmus avec Londres. Et c'est comme ça que j'ai, après ma maîtrise aussi, du coup, connu le programme de LLM, Master of Law, et j'ai fait un Oh là là, programme. vous allez très vite. Et alors cette année, cette inauguration d'Erasmus, c'était comment d'inaugurer Erasmus? Bah, c'était très amusant, très excitant. C'était le début du programme, donc on était 4 élèves d'ASSA, si mes souvenirs sont bons, à partir faire, je crois, un trimestre ou une demi-année, ça j'ai un doute,
à Londres, où on a débarqué. C'était un échange avec Queen Mary College à Londres et on suivait les cours sur place, on passait des épreuves avec les autres étudiants et la validation était faite au niveau d'à l'époque de ce qu'on appelait la licence, la maîtrise. Maîtrise, Mhm. ouais, c'était undergrad et voilà. Et donc après, par ailleurs, j'ai postulé du coup au postgrad qui est Master of Law LLM de Oui, University of London, qui est entre LSE, Queen Mary, UCL, King's College. d'accord. Et cette année? Cette année, c'était une année assez longue puisque c'était de septembre à juillet, je crois me souvenir. Donc, c'était une année c'est un programme assez international. Les Anglais n'enchaînent pas forcément le postgrad immédiatement après leur undergrad. Ils font souvent quelques années de soit d'exercice, soit d'autre chose, et ensuite reviennent faire ce postgrad programme, et très international aussi. Il y avait beaucoup de Grecs qui faisaient du maritime law. Je faisais moi de l'international tax, European law, et voilà, un programme assez international où il y avait, alors que pendant l'undergrad, donc l'année d'échange Erasmus, on était effectivement dans un programme très anglais. Dans ce programme postgrad, c'était très international. Il y avait des Anglais, mais beaucoup d'Américains, de Grecs, d'Espagnols, pas beaucoup de Français encore à l'époque, des Chinois. Enfin, voilà, c'était très Et vous international. faisiez tout ça dans quelle optique? Est-ce que vous aviez une optique particulière au moment de... Est-ce que vous vouliez exercer de façon... avec un exercice international? Est-ce que... Oui, à l'époque, je visais, mais à l'époque, j'avais passé un bac C parce qu'il fallait faire un bac C parce que ça ouvrait le plus de portes. J'avais fait du droit et j'aimais le droit. Et puis, effectivement, l'idée de cumuler un diplôme français avec un diplôme international me semblait être une ouverture. Et l'anglais, effectivement, j'avais toujours, voilà, j'ai toujours eu un goût pour l'international. Une optique précise, non, parce qu'à l'époque, je me souviens que j'avais hésité, j'avais fait un stage à la commission européenne, je faisais du droit de la concurrence qui m'intéressait beaucoup, et j'avais hésité beaucoup entre ce programme à Londres et l'école de Bruges, qui Oui. était plus européen et plus institutionnel. Et effectivement, Londres m'a paru peut-être plus ouvert. Et en plus, je n'ai pas été au bout du process de l'école de Bruges, donc je me suis faussement posé la question. Mais du coup, plus ouvert dans le sens plus... que les carrières non institutionnelles, non fonctionnaires, on va dire, vous attiraient plus finalement que... Alors honnêtement, peut-être que je me suis un peu réconfortée sur le fait que je n'avais pas peut-être pris les moyens de passer le concours de Bruges. Non, j'ai jamais eu d'objectifs très précis. Les choses se présentaient et celles qui me semblaient être les plus ouvertes étaient celles que je suivais. Et effectivement, à Londres, c'était à la fois du droit public, du droit fiscal international, mais aussi du droit privé, alors que Bruges me faisait un effet plus Sciences Po pour préparer, ou ENA, enfin préparation et concours administratif. Mais Mm, mm. j'étais, j'avais ni une vocation particulière, ni un rebut particulier contre les institutions. Pas du tout. Et quand vous terminez cette année en Angleterre, donc où vous avez progressivement ouvert beaucoup de portes, comment est-ce que vous appréhendiez les choses? Comment est-ce que vous avez suivi par la suite? Eh bien, en rentrant, j'ai passé le barreau en Oui. septembre. Et donc, j'ai Mhm, enchaîné sur ce qui était à l'époque le FB à Paris. Donc, mhm, j'ai fait l'année d'école du barreau. Et puis, j'ai enchaîné sur le stage en droit mhm. européen. Et voilà. Et ensuite, j'ai Et ce pris... stage s'est bien passé? Ce stage s'est bien passé. Il m'a laissé des traces enfin, il était très excitant parce que à l'époque, il faudrait que je fasse un effort sur l'année, ça doit être dans les années 91, 12, 13 peut-être? Je crois que j'ai prêté serment en Mhm. 91. Hem,
C'était l'ouverture des réseaux de distribution d'électricité à la concurrence. Enfin, à l'époque, ça n'était pas encore le cas. Et je me souviens de mon maître de stage qui m'avait convoqué dans son cabinet à 20 heures et qu'on est parti à 2 heures du matin à Luxembourg pour soutenir un dossier de ce premier client italien qui produisait de Mhm, l'électricité de l'autre côté de la frontière et qui distribuait à l'Enel, qui était l'EDF italien à l'époque, et qui mhm. revendiquait de pouvoir leur distribuer en France en échappant au monopole de distribution de l'EDF. C'était le début de la fin d'EDF, enfin dans son monopole en tout cas. Donc c'était assez, voilà, c'était assez excitant. On s'est retrouvés à Luxembourg et avec tous ces traducteurs dans toutes leurs petites boîtes et ça m'avait pas mal amusé. Voilà, mes souvenirs de ce stage, qui par ailleurs comportait aussi des dimensions humaines un petit peu spéciales. Le maître de stage était un petit peu, était connu pour ça d'ailleurs, un petit peu caractériel. Ça savait piquer quelques hurlantes et se faire craindre de pas mal de ses interlocuteurs. Donc pas Et forcément. ça vous avait fait quel effet? Euh, j'ai été à la fois séduite par le sujet, par l'environnement, peut-être par la personnalité, et à la fois c'était pas très agréable. Non, c'était d'un point de vue humain pas hyper agréable. Mm. Et du coup, dans la poursuite, est-ce que, je sais pas, vous vous êtes posé des questions du fait de ces rapports humains, de ce... Non, parce que à l'époque, je pensais que quand même c'était le métier que je voulais faire. Mais ensuite, effectivement, quand j'ai recherché une collaboration, j'ai intégré un petit cabinet. Enfin, c'était le cas d'ailleurs du précédent. C'était un petit cabinet avec grandes ambitions, mais petit. Et le deuxième, donc, enfin, celui que j'ai intégré dans le cadre d'une collaboration, était un petit cabinet confortable et plutôt chaleureux, avec deux, trois collaboratrices plutôt sympas, où là j'ai fait du droit des affaires générales et où j'ai été projetée comme tous les jeunes stagiaires à me retrouver en garde à vue sur des dossiers assez improbables qui étaient ceux que le maître de stage n'avait pas envie de traiter. Vous avez des Et souvenirs de ces dossiers improbables? oui, oui, tout à fait, très précis, parce que c'était, je me souviens en l'espèce, au maître de stage dit: «Tiens, il faut que vous alliez tout de suite au commissariat de...» Non, 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 pas du tout, pas au commissariat, je fais juste d'instruction. Et je découvrais un dossier qui était un Indien qui était, je crois que c'est l'hôtel Athénée, je sais plus, enfin, à Georges V, qui était accusé de proxénétisme aggravé. Et je me suis retrouvée à défendre ce pauvre garçon qui mettait tous ses espoirs en moi, et moi j'étais convaincue de son innocence. Et donc j'ai plaidé sa mise en liberté parce que sa fille l'attendait à la sortie de l'école. Et quand le juge a décidé de la mise en détention, j'étais absolument désespérée en me disant que c'était horrible, que ce pauvre type n'avait pas eu l'avocat qu'il devait avoir. Enfin bon. Et après, effectivement, en revenant dans le dossier, il y avait peut-être matière effectivement à le maintenir en détention, mais j'en avais pas conscience. Et c'est peut-être là que je me suis dit d'ailleurs, tiens, finalement, c'est pas idiot de projeter ces pauvres jeunes stagiaires convaincus de l'innocence de leurs clients, alors que le maître de stage probablement avait une meilleure connaissance de l'ensemble du dossier et savait que c'était peine perdue et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'y envoyait. Ça, c'est un souvenir de... Un raisonnement un petit peu par l'absurde, c'est-à-dire, bon, ils vont y aller avec toute leur innocence et toute leur Voilà, naïveté et leur envie de sauver le monde c'est ce que et... je me suis dit. Je me suis dit, j'espère que c'est au moins ça qui l'a motivé et pas seulement l'incompétence. Mais non, non, je pense que c'est ça en réalité. Enfin, moi, j'étais tellement convaincue de son innocence et j'ai mis tellement toute mon énergie à établir que il avait à l'époque, si je me souviens bien, ben, c'est loin tout ça, hein, mais bon, les garanties qu'il fallait bien et l'absence de risque pour la société. Enfin bon, il y avait des critères à remplir que j'ai développés, mais ça n'a manifestement pas convaincu. Et qu'est-ce Et qu'une jeune avocate en droit des affaires et en droit de la concurrence faisait dans un tel dossier pénal? eh ben, ça, c'est une question, je peux, oui, que justement, je pense qu'elle n'avait à être dans ce dossier que par l'innocence qu'elle qu'elle comportait. En fait, en réalité, dans ces petits cabinets,
voilà, c'était, je sais pas, pour rendre service à quel client, que j'héritais de ces dossiers qui étaient pas du tout dans la ligne, habituelle. Mais comme c'était un petit cabinet d'affaires, il devait faire plaisir à certains clients, j'imagine, et donc accepter de prendre ces dossiers-là. Mmh. Et donc des dossiers un peu comme ça, vous en avez eu plusieurs? J'en ai eu non, c'est celui qui m'a le plus frappé parce que c'était du pénal, et que c'était pas du tout ce effectivement que je pensais savoir faire, même si à l'époque je savais pas faire grand-chose. Mais non, j'ai aussi plaidé, enfin j'ai c'est marrant que j'ai ces souvenirs-là, mais c'est ce qui me choquait le plus, c'est les choses sur lesquelles j'étais, débarquée, dernière minute. Combien de fois, ils me disaient: «Tiens, bah, demain vous prenez l'avion pour, Aix, devant la cour d'appel, tel dossier fiscal que j'avais jamais vu». Je découvrais le dossier de plaidoirie, dans l'avion. Et même d'ailleurs à l'arrivée, ça m'est arrivé de m'apercevoir que j'avais pas le bon dossier et qu'il fallait néanmoins plaider. Donc je demandais à l'adversaire de bien vouloir me prêter son dossier 5 minutes avant l'audience. Enfin c'était voilà, j'ai ces Mon Dieu. souvenirs-là un petit peu du Et, rail. et vous le viviez comment ça, ce côté un peu abrupt, indépendamment de la matière, mais ce côté un petit peu mobilisation dernière minute sur des sujets sur lesquels vous avez finalement pas planché. Qu'est-ce que ça vous faisait à vous comme À l'époque, sentiment? j'en étais pas plus choquée que ça parce que je pensais que ça faisait partie de voilà, du parcours, du jeune collaborateur, malléable et corvéable. Mm. J'en étais Ça me mettait pas super à l'aise parce que je suis plutôt un genre un peu à bien aimer, contrôler un peu, ce sur quoi je pars, donc je peux pas dire que je trouvais ça génial, mais bon, ce ça me à l'époque, j'étais agacée, mais je pensais que ça faisait partie de l'exercice du jeune stagiaire. Mm. Et cette collaboration, elle a duré longtemps? Elle a duré, je pense 4 ans quand même. Ah, quand même, ouais. Ouais, alors ouais, je pense 4 ans quand même. Ouais, et puis elle s'est terminée parce que voilà, c'était un profil assez conforme à une certaine génération du barreau et là je vais exploser tous les scandales, mais non, c'est pas un scandale, mais voilà, il y a un moment où il fallait que les collaboratrices, restent ou s'exécutent ou, disparaissent et moi j'ai choisi de partir plutôt. Ah, bon, on est sur ce schéma-là. Ouais, Quelle tristesse. qui était quand même assez courant à ma génération. Je sais pas si ça a Ouais, changé. ouais, alors j'ose espérer que ça change, mais bon, c'est vrai que les dossiers sortent, donc Ouais, finalement, on se demande si ça change vraiment. Mais peut-être, je sais vous, pas. c'était quelque chose qui était assez prégnant dans vos Oh consoeurs non, non, de non, votre non. génération? Oui, je pense que dans ma génération, oui, beaucoup plus. Moi, j'étais assez naïve, donc il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais oui, ça devait être assez courant. Donc voilà. Oui, c'était pas non Et plus. vous disiez, j'étais naïve, donc il m'a fallu du temps pour comprendre, c'est-à-dire que vous voyiez pas vraiment ce qui se passait, enfin, c'est-à-dire vous aviez enfin, du coup, votre naïveté faisait que vous voyiez pas trop peut-être des perches qui vous étaient tendues, des insinuations qui vous étaient faites. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Heu, non, oui, je veux dire que peut-être que c'était, anticipable, et que oui, effectivement, aujourd'hui, je détecte mieux d'environnement et qu'à Mmh. l'époque, non, oui, je l'anticipais pas. Et donc vous avez choisi de partir parce que vous J'ai choisi étiez de partir pas parce dans cette qu'aussi, de ligne-là? toute façon voilà, et puis que c'était bien au bout de 4 ans de changer quand même et que je m'étais spécialisée en droit social et que ça m'intéressait de creuser ça et du coup et effectivement, Comment du est coup, venue cette spécialisation en droit social? par la spécialisation de mon maître de stage, de Mmh, l'époque. C'était quand d'accord. même c'est une de ses spécialisations. Donc effectivement, j'avais fini par prendre ces Qui vous dossiers-là. avait plu et Ouais, mmh. qui me plaisait bien, ouais. J'aimais bien la dimension, jurisprudentielle, comme le droit administratif que j'avais bien aimé pendant mes études et voilà. Alors c'était pas spécifiquement international parce que c'est quand même assez franco-français le droit social et or je venais moi d'une formation finalement,
européenne, donc ça paraissait pas évident, mais je traitais quand même quelques dossiers, en anglais. Et en Mhm. tout cas, voilà, l'étape suivante, c'est que j'ai intégré un cabinet plus important où il y avait des équipes de collaborateurs, plusieurs associés, dont des associés. Non, d'ailleurs, il n'y avait pas d'associés en droit social. J'étais une équipe de droit social qui était rattachée à un cabinet d'affaires. Donc, avec l'avantage d'être nourri effectivement de dossiers variés, mais néanmoins sans que la matière soit suffisamment valorisée au niveau de l'association des. Et voilà, c'est ça ce dont je me souviens. C'est-à-dire que la matière était intéressante, mais après, sur l'histoire de facturation, évidemment, on facture moins en droit social qu'en fusion-acquisition. Et Mm. à l'époque, la structure du cabinet n'avait pas son associé. Et du coup, on était un peu toujours la dernière roue du carrosse et c'était pas très confortable dans les jeux politiques internes. Mm. Cette collaboration, vous l'avez recherchée? On est venu vous chercher? Comment ça s'était passé le mouvement du premier cabinet au second? Ah, je sais plus tout d'un coup. Je pense que j'avais dû peut-être répondre à une annonce parce Mhm. que, oui, je pense. Je me souviens plus, tiens. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Et donc vous arrivez dans ce cabinet où la matière est intéressante, mais effectivement la géopolitique interne est compliquée parce que structurellement, ben, le fait qu'il n'y ait pas d'associés, le fait que vous soyez un petit peu là pour peut-être tomber les dossiers accidentels en droit du travail qui se présentent, enfin tout Voilà, ça, c'était un peu charnière. C'était un cabinet, si mes souvenirs sont bons, on était une vingtaine d'avocats. Et j'y ai passé quoi euh, l'étape suivante, c'était 98. J'ai dû y passer 4 ans aussi, peut-être. Ah, ah quand même, ouais. ouais, ouais. Enfin, j'aurais dû vérifier les dates, Oh mais non, c'est voilà, pas il grave. me semble que c'est ça. Et du coup, c'est un moment où là, ce cabinet d'ailleurs a aussi changé, enfin, certains associés sont partis et a commencé à se structurer un peu en réalisant qu'il fallait probablement renforcer la représentation du droit social dans les intérêts internes. Mhm. Et voilà. Et moi, j'ai à ce moment-là aussi considéré que le métier d'avocat présentait des avantages, mais cette dimension justement politique, ce qui m'échappait un peu. Moi, j'étais plus dans le goût du dossier que dans la dimension politique. Donc j'étais un petit peu moins certaine de trouver dans le milieu des avocats l'endroit le plus épanouissant pour mon profil. Et du Mm. coup, là, effectivement, et à cause de mon profil international, on m'a chassée pour monter le service juridique social dans un grand groupe américain, franco-américain. Et donc, Ouais, j'ai mais quitté. donc une sacrée opportunité qui s'est présentée à vous au bout de 8 9 ans de carrière. Sacrée Parce que opportunité. c'est un sacré challenge quand même de d'aller ouvrir un pôle droit social dans un cabinet américain. Enfin, Ah non, non, c'est pas un vu cabinet. de ma Alors, tête. non, non, j'ai quitté le barreau. Ah Euh, d'accord, c'était en entreprise. ouais, tout à fait. Ah, Ce donc qui là, en fait, correspond. est-ce que vous avez été chassé alors que vous aviez déjà décidé Oui, de tout quitter le à fait. barreau parce que vous commenciez à être un petit peu fatigué de ces histoires Absolument, politiques? absolument, absolument. C'est non D'accord, seulement donc j'avais vous été étiez fatiguée, mais en positionné plus. sur le marché, ouais. Oui, mais plus que consciente. En fait, les associés, je sais qu'il y avait un associé avec qui était un peu une grande gueule et qui devait pas apprécier mon humour et donc qui m'avait signifié que je serais jamais associée. Voilà, donc je comprenais que voilà, c'était pas mon environnement. Non, non, c'était clair, hein. On m'avait dit, tu prends le temps de trouver ailleurs et ça s'est présenté à ce moment-là et c'était effectivement une bonne opportunité. Ouais, et vous, enfin, c'est toujours un mélange de circonstances, mais c'est vrai que c'est intéressant de l'explorer parce que vous, est-ce que du coup, le fait qu'on vous dise non mais vous serez jamais associé, tu seras jamais associé, ça va pas le faire, est-ce
que vous vous étiez dit: si je peux continuer dans ce métier, peut-être pas ici, mais ailleurs et autrement?» Ou est-ce qu'au contraire, vous vous disiez: «Non, mais en fait, manifestement, il faut tel type de compétences ou tel type d'appétence, justement pour ces aspects plus politiques, par rapport à mon exercice et en fait, j'ai pas envie». Donc est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui fait que, en fait, vous avez tiré un trait sur la robe, à ce moment-là? Ou est-ce que c'était, heu, éventuellement, j'évoluerai pas ici parce que en fait, je suis pas bien dans ce cabinet et j'ai pas de perspective, et on me le fait bien comprendre. Et puis, alors que je cherche ailleurs, il se trouve qu'il y a une opportunité en dehors du barreau qui se présente, mais ça aurait pu être une opportunité dans le barreau. Enfin, vous vous souvenez un petit peu de... Oui, alors je crois quand même que j'étais assez contente de quitter le barreau, honnêtement. Parce que, en tout cas, ça, je me souviens très précisément d'une impression, extraordinairement luxueuse, en arrivant dans ce grand groupe où il y avait, des cantines qui me faisaient un effet de Club Med, alors que je courais avec mon sandwich, d'une audience à l'autre. Ça, c'est l'aspect un peu incroyablement décalé et accessoire, mais qui était un peu pour moi l'illustration d'un environnement, plus posé, et c'est vrai que non, honnêtement, oui, effectivement, je réalisais moi, à l'époque, pourtant, j'étais à l'UJA, qui était l'Union des jeunes avocats, Oui, où j'étais, pas mal embarquée, plus pour l'aspect d'ailleurs, heu, revue, que sur oui. le reste. Je me souviens que là aussi, on m'avait prêté des intentions politiques que je n'avais pas. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais avant, alors là, je repars un peu en arrière, mais j'avais été, représentante de l'EFB, à l'UJA, et je me souviens que très vite, j'ai été taclée, en séance générale parce que j'avais pris la parole à propos d'un sujet qui, à l'époque, était relatif à la reconnaissance de l'équivalence pour les conseillers juridiques qui n'étaient donc pas des avocats, mais Oui, c'est vrai que ça reconnaissance de correspond, ouais, en ouais, termes de date. et moi, je me souviens être intervenue, et je m'étais fait mais casser, mais avec une violence incroyable. Je n'avais pas compris sur le moment. J'avais trouvé ça juste très violent, et après j'ai compris que qu'on m'avait que certains pensaient peut-être que je voulais me positionner politiquement dans l'organisation, ce qui était à 10 000 lieues de mes pensées, mais peut-être, cette espèce d'innocence dans le propos tenu avec une assurance, qui était, enfin pas feinte, mais en tout cas qui ne correspondait pas à une ambition, avait été prise pour telle néanmoins, et ça m'avait un petit peu, ça avait achevé de me dire que non, j'avais pas envie de j'étais pas là pour, avoir une ambition personnelle ni politique, ni d'ailleurs dans la profession, ni dans l'organisation d'un cabinet, que du coup, ma zone de confort était quand même celle de la matière juridique, et c'est ça qui m'intéressait plus De que l'expertise. voilà, c'était plus l'expertise effectivement. Et Et donc un sentiment de soulagement, pardon, je vous ai coupé. non, 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 je vous en prie, j'allais Et donc enchaîner un pour sentiment de soulagement quand vous êtes partie d'une certaine manière? bah, en tout cas, comme on me retenait pas, je ne pouvais que me réjouir, mais il se trouve que c'était quand même aussi un job très intéressant, dans un environnement très valorisant. Oui, le move était très sympa. Et quid du regard, de peut-être de votre famille sur le fait que vous quittiez la robe alors que vous venez d'une famille de juristes? Enfin, est-ce que ça... Ah Enfin, bah, je restais juriste, quels ont hein. été les... Oui, vous restiez juriste, mais en tout cas, Ouais. le titre d'avocat ne revêtait pas une Non, 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 aura particulière auprès de votre famille? non, ça c'était non, parce que ma famille, c'était pas des avocats, c'était des juristes aussi, plutôt dans le secteur public. Mmh. Donc non, il y avait pas d'attachement particulier à la robe, même si, j'ai une sœur aînée qui aussi, avait prêté serment. Heu, non, 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 c'était une évolution, qui correspondait au choix que j'avais fait de partir en Angleterre, de développer cette compétence internationale, puisque en fait, c'est à ce titre-là probablement que ça avait fait la différence, au moment du recrutement, pour intégrer ce grand groupe dans lequel on travaillait en anglais et en français indifféremment. Mmh. Mais certes pour exercer du droit social, mais avec des interlocuteurs, internationaux, et voilà.
Ouais, donc c'est intéressant de souligner justement, parce que moi je plaide beaucoup pour plus de fluidité dans les carrières des juristes et notamment des Mmh. avocats, Mmh. et pour arrêter de voir le fait de rejoindre une entreprise et de devenir juriste en entreprise comme étant une voie de garage Ah non, ouais, quand on ouais. veut se poser parce qu'on a 6 ou 7 ans de bar et que on est une femme et on a des enfants et donc enfin il y a un espèce d'énorme stéréotype autour de ça que je combats à ma toute petite échelle. Et en fait, voilà, je trouve ça intéressant que ça ressorte du discours que mais arrêtez-moi si je me trompe ou si je surinterprète ou si c'est biaisé, mais j'ai l'impression que effectivement il y avait cette certaine sorte de fatigue autour du métier d'avocat et notamment de ses aspects politiques pour Oui, oui. évoluer dans un cabinet, etc. Mais qu'il y a aussi eu un poste finalement qui vous permettait aussi de plus raccrocher avec toute la partie internationale de votre cursus et de vos intérêts et enfin, que c'était aussi une belle opportunité en termes de fond, quoi, sur le fond des Tout dossiers, à sur fait. l'expertise que vous allez pouvoir y développer. D'autant plus que j'y suis arrivée au moment de l'arrivée de la loi des lois Aubry, puisqu'il y en avait 3, c'était de la mise en place des 35 heures et que là, c'était un grand groupe américain dans lequel il fallait gérer à la fois des usines soumises au 3-8, Oui, et des cadres internationaux qui passaient 15 jours sur le territoire français. Enfin, ça a été effectivement sur le fond de l'appréciation juridique extrêmement, enrichissant et complètement, effectivement, aussi très valorisant parce que ils voulaient en fait recruter en interne, et avoir enfin on avait constitué un GIE à l'époque de support à la fonction RH, dont j'étais en charge de tout le support juridique social et ouais. donc mais néanmoins, là aussi, la dimension politique que je n'avais pas du tout anticipée était déterminante puisque le groupe à l'époque était constitué de quantité d'entités juridiques qui vivaient leur vie et tout d'un coup, on leur imposait en interne un GIE et un support juridique social centralisé. Donc là, il a fallu faire preuve de politique quand même pour s'imposer. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que Ouais, la politique dans un petit cabinet, c'est une chose, et puis dans un oui, gros cabinet, dans une grosse entreprise, c'est encore autre chose. Et absolument. Non, non, complètement. donc finalement, vous avez quand même dû gérer avec cet aspect politique. Et Ouais. est-ce que vous y avez pris goût? Enfin, comment ça s'est passé pour vous finalement, au-delà de l'expertise et de l'intérêt pour les dossiers? Ouais, j'y ai passé donc, j'y ai passé 6 ans aussi. J'y ai passé 4 ans et demi effectivement en étant assez, supportée par la hiérarchie. Donc, il y Mhm. avait une dimension politique mais, validée et Oui, puis, les choses ont un peu tourné dans l'histoire du groupe, qui a racheté une grosse SS2I. On est passé de 4 000 à 9 000 salariés à l'époque en France. Et puis, ils ont l'année d'après revendu tout ça. Donc tout d'un coup, beaucoup moins de salariés, et une hiérarchie qui avait disparu sur le projet de ce support, enfin bon, qui s'était quand même déjà pas mal imposé dans le cadre des 35 heures et des dossiers de transactions et de dossiers internes et de relations sociales. Mais néanmoins, l'histoire du groupe faisait que, à nouveau, revendant cette SS2I, et pas mal d'autres activités, la surface, sociale en France était réduite à comme une peau de chagrin et mhm. du coup, au bout de 6 ans, effectivement, j'en suis repartie. Au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Ouais. Et cette deuxième grossesse, est-ce que ça a été l'occasion de vous lancer dans des choses dont vous aviez envie, de refaire une mise au point à certains égards? Je sais pas, est-ce que ça a eu un rôle un peu, pas spirituel, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu de réflexion personnelle, un déclencheur de réflexion personnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui était sous-jacent déjà dans votre poste? Alors, Quelles ce sont serait les difficile de intrications? d'en nier la dimension de réflexion puisque c'est depuis que je suis sculpteur. Donc on peut pas Ah, dire que ça n'ait pas eu un impact. Mais effectivement, quand je suis partie de cette grosse boîte,
et que j'ai donc eu ma seconde fille, je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps parce que j'avais pas un énorme goût pour le square, et les pâtés de sable, et pourtant si d'ailleurs, mais en tout cas non, je j'y arrivais pas à tout d'un coup devenir, di ultra disponible sur, des choses aussi différentes. Mais en revanche, j'avais, quelques années auparavant, découvert un don, puisqu'il s'agit de ça, parce que je m'étais inscrite aux Beaux-Arts de Paris en cours du soir et qu'on pensait que j'en faisais depuis 15 ans. C'était la première fois que j'avais une boule de terre entre les mains et le premier me enfin, «C'est pas la première fois, vous en faites depuis combien d'années?» Et non, c'est la première fois. Donc ça relève du effectivement, j'ai découvert que j'avais ce don, donc pas de mérite, hein, le don, ça vous est donné. Mais, mais comment est-ce que vous avez eu l'idée même de vous inscrire à ce cours du soir Ah non, non, les en cours du soir, sculpture? c'était bien avant, hein. C'était quand j'étais avocate. Quand j'étais avocate, sans enfant, un peu, suractive peut-être quelque part, je sais pas, enfin le tout départ, l'origine, c'est qu'un jour sur la plage, je faisais une course de bateau et on était assez nombreux sur cette plage et donc il y avait du sable et j'ai fait une forme de femme qui crawlait vers la mer et des gens sont venus me voir en disant: «Ah mais où est-ce que vous exposez?» Et je dis: «Mais de quoi il me parle?» Je comprenais même pas de quoi il s'agissait et ça m'a mis une petite germe dans mon esprit et du coup, je me suis dit: «Tiens, oui, c'est ça, je vais m'inscrire à un cours de modelage, de sculpture» et voilà et j'ai pris goût et je pensais pas en faire mon métier mais néanmoins, eu égard à, l'évolution de ce truc, au moment où je me suis arrêtée donc pour ce deuxième e enfant et qui était concomitant à la négociation de mon départ de ce grand groupe, je me suis dit: «Tiens, je vais prendre un peu de temps pour, la sculpture». Mais je voulais surtout pas en faire comme on ferait, je sais pas, de la peinture sur soie ou du macramé ou ou comme une occupation. J'ai toujours été soucieuse de mon indépendance financière, donc je voulais le faire, vraiment à fond Donc en et fait, quand vous avez négocié votre départ de ce grand groupe, vous mmh, avez négocié avec en tête le fait que la sculpture deviendrait votre non, travail. non, non, je j'y croyais pas. Je n'osais pas Vous n'y encore y croyez pas. croire. Non, non, Mm. non, non, je me disais, «Tiens». Non, non, c'est une fois, calée devant mon square, avec les bébés que je me suis dit: «Ouh là là, je vais prendre du temps pour la sculpture, je vais pas rester comme ça à rien faire et je prendrai des missions pour, mettre du beurre dans mes épinards». Des Mhm. missions juridiques Mhm. et en fait, comme je suis partie à fond dans la sculpture, j'ai très vite Et donc c'est réalisé là que que vous vous êtes inscrite aux Beaux-Arts? non, les beaux-arts en cours Le du soir, Beaux-Arts, c'était, c'était 2 ans d'accord. avant, 3 ans avant. Et donc là, quand vous avez, enfin, je veux dire, au moment de vous y mettre et en vous disant que bon, il y aura des missions ponctuelles, mais pour mettre du beurre dans les épinards. Donc quand même, le moment où vous vous dites que le square c'est bien, mais que les épinards c'est bien aussi, et le beurre dans les épinards peut aider les épinards, Voilà, mais voilà. ouais. Ce moment-là, est-ce que vous avez fait des démarches particulières ou est-ce que, enfin, des formations particulières, est-ce que vous avez pris des initiatives particulières ou est-ce que vous avez, voilà, vous avez pris votre terre et vous avez continué finalement juste en y passant plus de temps ce travail de la terre. Ouais, je pense Comment que ça non, s'est ouais. formalisé au début? Je me souviens pas avoir planifié quoi que ce soit. J'ai juste, été portée par les encouragements de gens qui trouvaient que c'était bien. J'ai fait une première expo peut-être, et surtout par une espèce d'énorme jouissance dans ce rapport à la matière, et cette espèce d'extraordinaire magie de voir apparaître devant vous, un personnage qui vous regarde, alors que vous avez l'impression d'y être pour pas grand-chose. C'est-à-dire vous prenez un morceau de terre et puis vous faites un visage et qui assez rapidement vous regarde, c'est extrêmement jouissif et donc ça vous porte Ouais. dans les choix et du coup, je sais pas si j'ai bien raisonné. Ce qui est sûr, c'est que comme, le père de mes enfants, m'y encourageait et payait le loyer, je l'aurais peut-être pas j'aurais peut-être pas pris ce risque, si j'avais pas cette assurance aussi. Non, mais Hem bon, vous avez bénéficié de circonstances matérielles qui vous ont permis
de vous dédier et de vous plonger dans cette matière, mais en tout Mmh. cas, vous vous y êtes pleinement plongé, quoi. Ah oui, ouais. Et vous avez parlé des visages et de donc vous avez toujours enfin vous avez tout de suite été porté vers plutôt le la sculpture, l'émergence de figures humaines. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Non, non, oui, c'est ça qui, en fait, apportait le c'était ça qui faisait la magie. Je veux dire, si vous voulez distinguer le figuratif du non figuratif, c'était ça le fond de votre question ou pas du tout? Bah, oui, effectivement, qu'est-ce qui vous a Bah, porté vers le figuratif? Est-ce que ça a été une évidence pour vous d'aller vers le figuratif? Enfin, un petit peu tout ça c'est-à-dire mélangé. que quand vous démarrez de rien, je pense d'ailleurs que toute l'abstraction, nécessite quand même, une maîtrise de la figuration, mais indépendamment de ça, effectivement, moi, ce qui m'apportait, c'est, cette espèce de présence parce que ce qui caractérise mon travail, c'est cette, présence dans le travail qui est très jeté sur le papier, hein. Je fais pas des choses très lissées, très finies, pas du tout, mais elles sont très vite très présentes et ça, c'est effectivement, quelque chose qui a dû emporter, mon adhésion. Ça c'était pas de l'ordre du rationnel, c'est de l'ordre d'une espèce d'enthousiasme et de transport et de jouissance de la création, ça me paraît tout d'un coup effectivement ça qui a dû l'emporter. Parce que je suis quand même par ailleurs aussi quelqu'un de très logique et la logique juridique me faisait beaucoup enfin j'ai aucune mémoire, mais en revanche je suis extrêmement logique et j'ai, vraiment, vraiment adoré, et si j'ai des regrets, c'est peut-être simplement sur cette jouissance aussi que j'avais sur, la logique juridique qui en droit social trouve matière à combler les éventuelles incertitudes dans les Mmh. lois et dans les règles applicables. Donc ça, j'ai eu cette jouissance aussi et donc je ne suis pas j'ai pas lâché, quelque chose qui me dégoûtait dans la matière traitée, plus peut-être dans la façon de le négocier, avec les organisations, mais pas la matière, Ouais. j'adorais et là, effectivement, dans la terre, dans la création, là, j'étais emportée et happée et j'avais effectivement pas d'organisation à subir, donc ça m'a paru Mmh. d'une séduction très grande. Mmh Après, mh. je suis un peu revenue. Je comprends aussi que même dans ce métier-là, le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est là aussi très important. Ouais et donc ce que je comprends, c'est voilà vous avez suivi et vous avez développé votre art, comme sculptrice, en suivant et en vous laissant emporter par cet élan, Mmh. dans ce que vous avez créé. Donc voilà finalement la jouissance, c'est ce qui vous, occasionnait, le plus de plaisir a été ce dans quoi vous vous êtes de plus en plus plongé et en l'occurrence le figuratif et la création de figures qui ont une présence et la recherche de justement la création de présence. Mmh mh. Hem et c'est un d'ailleurs c'est enfin je ça m'intéresse beaucoup, comment est-ce qu'on crée de la présence? Parce que même une figure, heu, une figure imposante peut ne pas forcément créer de la présence. Alors Hem, oui, tout à fait, mais ça, je sais pas, si j'en ai grand mérite. Je pense que ça fait partie du don que j'ai la chance d'avoir. Parce que je sais qu'en 2013, je crois, j'ai eu le prix de la sculpture animalière qui est pas du tout mon l'animalier n'était pas du tout mon univers, spécifique, mais il se trouve qu'on m'avait demandé de participer à un salon d'art animalier et donc j'avais fait une série de girafes, d'ours, de chevaux, enfin de et le jury m'a attribué la médaille d'or en étant frappé par cette présence. Donc c'est pas dans la précision. Souvent l'art animalier, moi je trouvais que c'est quelque chose d'assez, rigide, qui laisse peu de part à l'émotion et néanmoins, effectivement, là encore, j'ai eu la chance de et en tout cas, c'est ce qui a frappé le jury, c'est pour dire que il y a pas que moi qui le sent comme ça. Et c'est ce qu'on me dit, c'est cette espèce de mouvement et de présence qui ne tient pas aux détails, de la façon dont on traite, les sujets, mais c'est au contraire, c'est justement dans l'aspect jeté sur le papier, et on sent que tout est possible. C'est-à-dire que, je pense que l'absence de précision dans le traité permet, s'il est juste,
Donc les choses simples, si elles sont justes, sont celles qui permettent de d'emporter la présence, qui est quelque chose qui est antinomique avec le caractère figé d'une sculpture. Et bien ça, Mmh. on le retrouve le traité, qui est un traité très sur le vif. Et vous avez dit, c'est pas juste moi qui parle de présence, c'est les retours qui m'ont été faits par ce jury, Mmh. par les personnes qui voyaient mes sculptures. Est-ce que, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais de manière beaucoup plus générale, hein, mais prenons l'exemple de vous et du rapport à vos sculptures. Et est-ce que vous vous êtes façonné et est-ce que vous avez façonné votre art à partir des retours qu'on vous a fait sur vous et sur votre travail? Ou est-ce que vous diriez euh, que vous avez cherché à obtenir quelque chose et il se trouve qu'on l'a reconnu? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est dans je crée quelque chose et il se trouve qu'on me parle et on me ramène souvent à la présence que j'arrive à créer et donc je comprends que mon talent est là et Mmh. donc je le cultive et en prenant conscience par le regard des autres, je l'entretiens et je l'approfondis et je l'exacerbe d'une certaine manière. Donc quelque chose qui serait un peu révélé par le regard d'autrui et dont on se saisit et ensuite qu'on exploite plus, avec plus Mmh. de conscience. Ou est-ce que, à l'inverse, on serait plus dans quelque chose que vous avez cherché à produire, cherché à créer, euh, et Clairement, il se ouais. trouve que, bon, on vous a confirmé que c'est effectivement ce qui se Non, passe. non, Vous, non, non, ça c'est la vous première entendez un peu ce que... version. Oui, j'entends très bien votre question et c'est exactement la première version et c'est un petit peu ce qui me caractérise. J'ai jamais eu vraiment de plan de carrière et c'est vrai que donc je n'ai pas cherché à exprimer quelque chose, et travaillé à arriver à me faire comprendre. Ça, ce serait non, c'est vraiment pas ça. C'est vrai que je suis partie dans ce truc-là, que les choses s'imposaient à moi et que j'ai été encouragée dans cette voie en pensant qu'elle pouvait être viable parce que j'avais des retours encourageants et donc je me disais: «Je ne me trompe pas, je c'est probablement ce pourquoi je suis le plus douée». Donc ça, Mmh, c'est vraiment effectivement un encouragement dans quelque chose que je n'ai pas anticipé, hein, du tout. Vraiment mmh, pas, j'ai jamais dessiné enfant, je m'y mets maintenant et je vois que finalement c'est pas infaisable. Mais non, il y avait plein de pancartes et pourtant dans ma famille, il y avait certes des juristes, mais il y avait en réalité aussi pas mal d'artistes, mais que je n'imaginais pas du tout dans mon univers et il semblerait que ça ressurgisse. mmh. Et vous avez dit donc, voilà, il y a le savoir-faire et ce don et vous vous l'appropriez, vous approfondissez, vous avez des retours positifs, vous apprenez à trouver votre style, votre patte, votre talent et ce qui fait que vos sculptures se démarquent. Et ensuite vient le temps du faire savoir, qui n'est pas la même chose que le savoir-faire et qui se Ouais, ouais et qui rapporte est alors très plus douloureux. à la communication et presque plus au politique à nouveau finalement. Exactement, absolument. Euh, C'est toujours ce que et je vous dis, êtes c'est que rattrapé j'avais par ça. exactement, mais c'est toujours ce que je dis, c'est que j'avais absolument sous-estimé parce qu'en prenant l'option enfin, en suivant cette espèce d'appel incroyable, et tribal un peu, donc en dehors de toute verbalisation et en tout cas en dehors de toute stratégie, qui était voilà, ce travail artistique et cette rencontre avec la matière, vraiment j'étais loin de soupçonner que et de comprendre, et c'est probablement un manque d'immaturité, mais enfin c'est comme ça, que, le faire savoir était déterminant là aussi. Et donc, autant c'est une grande jouissance de créer, de produire entre guillemets. Ça demeure, mais vraiment un moment de grâce. Autant effectivement répondre à des dossiers, même à des choses anodines, et pour moi très compliqué. Et d'ailleurs presque même plus compliqué finalement. J'ai vraiment le syndrome du cordonnier mal chaussé parce que et d'ailleurs, c'était amusant, mais quand j'ai pris l'option de quitter voilà, le monde de l'avocat et que à des artistes, je dis que j'étais avocat, autant les avocats m'ont tout dit, ah, c'est formidable, c'est super, bravo, génial. Et autant pour les artistes, quand vous leur dites que vous avez été avocat, ils disent, ah bon, mais t'es folle, tu sais faire autre chose.
Donc ça, c'est très très drôle parce que déjà là, voilà, il y a une espèce de truc. Mais en revanche, effectivement, moi, au milieu des artistes, et en tout cas des jeunes artistes qui sont très formatés, verbalisation, communication, dans l'art contemporain en tout cas, et des jeunes des écoles de beaux-arts avec lesquels je travaille dans l'atelier en ce moment, me frappent par cette espèce de très grande aisance qu'ils ont avec l'aspect verbalisation, intellectualisation de leur travail. Et pourtant, moi, pour d'autres artistes, pour qui, effectivement, on peut penser que je maîtrise le verbe, ayant été verbeuse, et bien néanmoins, je sais, moi, que j'ai le syndrome du cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire que tout ce qui est administratif, alors on n'est plus dans la verbalisation, mais en tout cas dans ce qui est censé être la logique administrative du monde juridique, ça c'est pour moi, je fais presque une phobie administrative plus grande Je pense qu'on peut être très bon dans l'administratif pour les autres et très mauvais dans l'administratif pour soi-même. Ouais, ça, je sais pas si je suis bonne pour qui que ce soit en administratif, c'est sûr que je suis mauvaise pour moi. En tout cas, voilà, ouais, c'est assez. Et quand est-ce que la question s'est posée? Parce que le moment où la question se pose, d'envoyer un dossier, une candidature, enfin voilà, un book, c'est que déjà on commence à sortir de la dimension de je crée chez moi et ça me procure beaucoup de plaisir, et qu'on commence à rentrer dans une dynamique de je crée et ça me procure beaucoup de plaisir, mais ça peut être sûrement plus que ce plaisir, et donc et ça impose quand même aussi de du coup se regarder comme une artiste et de poser le mot d'artiste c'est vrai. de sculptrice sur son travail. Quand est-ce que ça s'est posé, ça? Est-ce que c'est venu rapidement? Est-ce que ça vous a posé des difficultés? Alors juste, pour moi encore, quand vous dites que ça peut être plus que le plaisir, non, le plaisir est au-dessus de tout. C'est vraiment ce qui est vraiment dans tout ce qu'on peut vivre, ce qu'il y a de plus, à mon avis, fort. Après, il y a la reconnaissance qui, c'est vrai aussi quand même, est pas désagréable. Et quand est-ce que ça arrive? Je sais pas, je saurais pas bien dire. C'est des petites choses quand même qui s'accumulent. Donc oui, ces prix qui sont en fait le moment où c'est officialisé, mais ça change rien sur votre propre plaisir et jouissance. Là, je viens de travailler pour un projet sur la Shanghai Tower à Shanghai, où j'avais été contactée il y a 2 ans par des designers américains qui avaient vu mon travail sur Internet. Et ça, c'est vrai que c'est encore une autre dimension. C'est pas tellement la reconnaissance artistique pure, parce que voilà, les goûts et les couleurs et surtout, mais c'est vrai que je peux pas dire que que ça m'a pas un peu grisé d'imaginer être les sculptures les plus élevées dans le ciel au monde, puisque au 100e étage de cette tour, vous êtes au-dessus de tout ce qui est habitable dans le monde. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est grisant. Et comment ça arrive? Mais par hasard, à force, là, c'est Internet qui a fait un relais. C'est pas moi qui, voilà, ça je sais que. Mais le premier prix, c'est quoi? C'est un dossier déposé pour un concours? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Est-ce qu'on dépose des dossiers et des books? Est-ce que ce sont des Non, l'espèce, sélectionneurs qui viennent chercher les artistes? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça existe et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne sûrement beaucoup plus vite quand on sait que ça fonctionne comme ça. Et c'est le cas des artistes qui sortent des Beaux-Arts, où on leur apprend tout ça. Moi, je suis arrivée en béotienne et je n'étais que contente de mettre les doigts dans la terre. Et honnêtement, non, je connaissais pas ces réseaux. Et d'ailleurs, ils sont pas adaptés aux gens qui arrivent tard sur cet univers-là comme moi, puisque j'avais perdu tout ce temps au barreau et ailleurs. Donc c'est pas, je serais pas bonne sur le modus operandi pour les jeunes, et ça ils l'apprennent très bien dans les écoles. Donc ça, non, moi j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Moi, ça a marché par des pairs ou des gens qui m'ont dit tiens, tu devrais faire ça, ou alors qui ont parlé de moi. Je n'ai rien fait, et ça fait partie de mes faiblesses dans l'organisation ou dans l'anticipation d'une manière. Alors je sais,
Si, probablement. Vous avez été très porté par l'entourage, Ouais, quoi, par les dans rencontres. le faire Ouais. savoir, les C'est-à-dire que là, rencontres. par exemple, encore, il y avait un concours. Un ami m'a relancé 10 fois pour savoir si j'avais postulé. Je le faisais pas, je le faisais pas. Et puis comme là, pendant le confinement, je faisais pas grand-chose. Je me suis résolue. Mais voilà, ça c'est mes faiblesses. Je n'ai pas de plan organisé. Et pourtant, ça existe. Et je pense que ça fait partie aussi de la réussite, même dans cet univers. Et surtout, peut-être. Oui, oui, oui. Non, mais moi, enfin, au-delà de la généralité, de si ça existe et de si ça, enfin, ce qui m'intéresse, c'est vous, finalement, votre trajectoire, comment elle s'est construite et à quel moment est-ce que vous avez commencé à dire que vous étiez une artiste, à poser ce mot sur votre travail et une sculptrice. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous qualifier comme telle? Qu'est-ce que les moments où, enfin voilà, vous voyez ces petites étapes dans une reconversion, dans un changement de vie ou quoi que ce soit qui font que on devient quelqu'un d'autre et que c'est pas juste un loisir ou mais que c'est voilà, c'est qui on est et progressivement on l'assume et vous voyez, c'est ça qui m'intéresse en fait comme cheminement Ouais. Alors, je sais un pas peu si je classique. saurais précisément comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que le jour où on a parlé de moi comme sculpteur plutôt que comme avocat, ça m'a libéré pas mal. Mais néanmoins, c'est compliqué parce que justement, ce qui intéresse, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle, c'est le parcours. Or, moi, j'avais envie finalement, je trouve que ça n'a rien à voir. On ne justifie pas son parcours artistique, on ne le valorise pas par son passé d'avocat ou de juriste. Et néanmoins, manifestement, dans l'histoire à raconter, ça séduit aussi. Voilà, ça c'est ma petite. Ah oui, alors je vous arrête tout de suite parce que moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est pas que vous soyez une Je sais, sculptrice qui était avant avocate, c'est que vous soyez une avocate voilà, que vous n'êtes plus c'est, avocate. Vous voyez ce que je je veux sais dire? bien, Et il se trouve que vous êtes sculptrice, mais vous seriez éditrice de livres d'enfants absolument. ou créatrice de bijoux, ce serait la même chose. Donc c'est pas. Enfin, mais cela dit, je comprends que vous êtes aussi sollicité par d'autres médias sur l'aspect. Une espèce de curiosité, comment est-ce qu'on peut être une artiste alors qu'on a été avocate, ce côté un peu que comment est-ce qu'on peut avoir un tel cerveau gauche quand on a eu un tel cerveau Mm. droit peut-être, je sais pas, mais bon, cela dit, peu importe, mais je comprends aussi votre envie d'être une sculptrice et juste une sculptrice et d'ailleurs, enfin, je sais pas si je comprends bien votre propos C'est un là-dessus, peu mais la. vous avez dit à un Ouais, moment, j'ai tout ce temps que j'ai perdu comme ouais, avocate puis comme juriste. Vous avez parlé de la notion de ouais, perte de ouais. temps et ça m'a J'avais un bien. petit peu Non, non, impacté. j'avais bien conscience en le disant que ça pouvait générer, surtout justement dans le contexte d'avocat qui est plutôt le vôtre, choqué. Non, perte. La perte, elle est la place qu'on se fait dans le monde artistique d'aujourd'hui en France. C'est-à-dire que en France, on encourage les jeunes talents qui sortent des écoles. Quand vous arrivez après avoir passé 6 ans à faire autre chose, à vous de vous démerder. Vous n'avez pas le support des institutions, des Hmm. programmes, des résidences, des trucs. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle la perte du temps. C'est par rapport à ce qui est proposé. Aux Voilà, opportunités qui qui est se présentent, proposé ouais. pour Hmm, hmm. accompagner les artistes. Ça, vous n'en bénéficiez pas quand vous n'arrivez pas par la voie royale. D'accord. Et donc vous, cette transition, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on vous a qualifié comme artiste quelqu'un d'autre que... Mais non, c'est ça que je voulais dire en fait. Quand je disais que je me souviens pas quand c'était, mais je sais que ça a été quand même. Enfin, tous les gens qui me connaissaient comme juriste ou avocat. Et justement, je me disais, mais quand est-ce qu'on va oublier ça? Quand est-ce qu'on va oublier ça? Hmm. Et j'en avais. Et aujourd'hui, maintenant, les gens découvrent que j'ai été avocat ou juriste, ou pas d'ailleurs, mais c'est pour moi ça le signe de ce que voilà, je suis passée du bon côté de la force. Oui, d'accord. Et vous vous souvenez de votre premier prix, de votre première exposition? Enfin, parce que les premières fois sont quand même Ouais, aussi les bah les premières, plus oui, émouvantes oui, quand oui. même. Alors la première exposition, je m'en souviens très bien. C'était dans un appart chez une amie. Et là, évidemment, c'est un gros succès parce que c'est la première fois que vous exposez. Donc,
Donc tout le monde vous vendez pas mal de pièces, ce qui se reproduit après plus jamais dans votre carrière, pas dans ces proportions-là, parce qu'effectivement c'est des copains et que donc voilà. Donc ça, je m'en souviens très bien. Ça n'avait rien d'organisé, de professionnel. Après, effectivement, j'ai travaillé avec des galeries et là c'est différent. Déjà, on espère que ça allège votre partie de communication, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement à 100% vrai, mais c'est peut-être ça aussi qui vous fait penser que vous êtes en tout cas une artiste plus plus que quelqu'un qui s'occupe. Oui, et ces galeries, c'est vous qui êtes allé les Non, chercher? Ce sont elles qui sont venues vous ouais, voir? je pense à une dans l'espèce, non les deux d'ailleurs. Oui, les galeries, j'ai tenté une ou deux fois d'approcher des galeries, mais ça marche pas ça. Ils sont trop sollicités. Non, les galeries j'en ai une en Belgique et en France et deux trois en France. C'est effectivement dans un cas c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Voilà, sans intervenir, mais dans les autres cas, ce sont elles qui ont rencontré mon travail, je ne sais pas comment, et m'ont contacté. Et vous avez parlé ensuite du rayonnement de votre travail à travers Internet, Mhm. et justement ce travail finalement de communication qu'a porté votre œuvre, puisque manifestement c'est de là qu'a Je découlé pense. par exemple votre Ouais. invitation à Shanghai, etc. C'est vous qui l'avez initié? Est-ce que c'est justement des galeries qui vous ont Non, accompagné? Qu'est-ce c'est pas les que... galeries, et je l'ai initié dans la mesure où ce sont des images qui viennent de mon site, où il y a eu un petit film, je pense qu'il a eu un impact, l'air de rien, parce que enfin, en tout cas, c'est celui qui comporte le plus de personnes qui l'ont vu, qui s'appelait The 10 Most Impressive Sculptures in the World. Et vous avez un défilé de 10 sculptures, donc pas toutes fantastiques, certaines même sans intérêt, mais je sais pas qui a fait ça. C'est une petite vidéo et vous avez genre Mannequin Piece, deux, trois, une œuvre de Raume Pienza, qui sont des jolies œuvres, mais voilà, des choses plus ou moins intéressantes. Et puis ça se termine sur une image de mes sculptures, de deux silhouettes de grillage dans la brume, qui est une photo que j'ai prise et qui devait être sur mon site. Et je sais pas comment elle est arrivée là. Mais ça, manifestement, ça a beaucoup circulé. Donc c'est un peu la magie d'Internet. C'est fou ce Ouais. hasard, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je pense, Donc hein. vous étiez, J'en sais rien. je Ceci sais dit, pas. je subodore que c'est ça parce que ces deux designers américains qui ont tous ces gros projets, m'ont dit qu'ils m'avaient connu par Internet. Ils m'en ont pas dit plus. Mais j'imagine que c'est pour que ça enfin, voilà, peut-être qu'ils ont tapé Impressive Sculpture. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais Ouais. voilà. Oui, mais c'est même ça, c'est-à-dire que Impressive Sculpture, enfin, vous, je vous imagine mal en train de travailler votre SEO, votre référencement via votre Ah non, site. Enfin, non. déjà, j'allais vous demander, voilà, enfin, je veux dire, c'est complètement antinomique avec tout ce dont vous avez parlé avant. Donc, du coup, même en tapant Impressive Sculpture, la probabilité qu'on tombe sur vous Ah oui, tout à fait, tout à à un fait. moment où en plus, vous n'avez pas travaillé au préalable, votre référencement semble assez faible. Ouais. Et du coup, et même votre site internet, ça a été. Enfin, est-ce que vous avez mis du temps à faire votre site internet? Quand est-ce que... J'ai fait, je sais pas quand, un site internet qui était fait vraiment par un copain rapide et mal. Je l'ai refait il y a 2 ans en me jurant que j'essaierais de le mettre à jour et il est toujours pas à jour. Donc non, je me rattrape maintenant. Maintenant, la seule chose que je maîtrise, c'est Instagram. Je sais prendre les photos, les mettre direct sur Instagram. C'est ce que, c'est ce que j'allais vous demander si vous aviez Instagram. Donc, Si. vous avez Ouais. Instagram. Si. Donc, le plus fiable pour aller regarder votre œuvre, c'est Exactement. Instagram. Maintenant, c'est ça. J'espère que ça va durer, ce truc-là, parce que après Facebook, Et vous y êtes sur Pauline Pauline Aurel. Aurel. Ouais, Pauline Aurel, Ohrel, mais ouais. Ouais, ça y est, je vous ai trouvé. Je suis pour d'habitude, je ne le fais pas, mais Ah, là, pour le visuel, puisque, puisqu'on est c'est, en train d'en ouais. parler, c'est du live. D'accord, très bien. Et vous avez évoqué des concours et enfin, finalement des choses maintenant qui sont très ambitieuses. On est loin d'être juste dans l'appartement d'une copine, même si les appartements des copines, c'est super. Mais la tour extrêmement haute à Shanghai où se trouve votre sculpture, etc.
ça vous fait quoi quand vous regardez ce parcours et que vous vous dites que maintenant vous êtes exposé là-haut? Enfin, je veux dire, Ah oui, ça m'a beaucoup. Non, comment non, est-ce que vous regardez ça ça? m'a beaucoup grisé. Alors, je sais pas, je suis toujours très angoissée par la réalité quand même du travail réalisé. C'est-à-dire que là, par exemple, pour Shanghai, ça fait 1 an que ça dure. J'y suis allée 4 fois, mais la dernière fois, c'était mi-janvier. J'en suis revenue, je trouvais que les gens toussaient beaucoup. Et j'étais convaincue que c'était parce que ils ponçaient les murs de marbre autour de mes sculptures. Mais voilà, en rentrant, j'ai compris que ça pouvait être autre chose. Maintenant, j'en ai la confirmation. Mais elles sont toujours pas en place parce que justement, je les avais sorties de leur boîte, mais comme les marbres n'avaient pas fini d'être poncés, je disais que je reviendrai plus tard. Je sais pas quand sera ce plus tard, mais voilà, ça me fait à la fois, je trouve ça grisant, à la fois j'attends de voir que vraiment c'est conforme quand même à l'esprit et que ce soit fait pour me dire que c'est bien. Parce que ça relève quand même de l'ordre plutôt de la commande. Travailler sur commande, c'est très grisant. Moi, j'ai trouvé très intéressant, alors qu'au départ, il y avait qu'un truc qui m'intéressait, c'était de me laisser guider par je sais pas quoi, mais en tout cas la matière, n'importe quoi, et partir sans savoir quand je prenais un truc ce que j'allais en faire, que ce soit un morceau de terre ou un fil de fer ou un morceau de grillage. Très très souvent, je le prenais en disant tiens, je commence et vers où ça me mène. Et ça, c'est une grande liberté. Mais je trouve que les contraintes de la commande sont aussi extrêmement grisantes et vous poussent un peu dans vos retranchements, vous obligent à d'abord comprendre l'esprit de ce qui correspondrait non pas forcément d'ailleurs à l'esprit du commanditaire, mais au lieu dans lesquels ça va être vu et vécu. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, c'est ça que j'attends de voir que, par exemple, pour ce projet à Shanghai, pour cette Shanghai Tower, voilà, j'en serai fière et contente quand je verrai que effectivement ça a la gueule que ça doit avoir. Ce qui n'est pas complètement gagné parce que voilà, j'avais pas pensé que ce serait au milieu d'un marbre aussi luisant, par exemple. Ouais. Et vous vous souvenez de votre première commande? Oui. La première création sur commande? Alors, je Ouais. sais plus. Ça fait quoi de... J'allais dire, et en fait, quand vous avez abordé les commandes, j'étais en train de me dire que j'avais envie d'évoquer l'aspect financier avec vous et tout ce que c'est que, qu'est-ce que, comment on valorise son œuvre comme artiste, comment on apprivoise la notion de cote, est-ce qu'il y a une cote des sculptures, comment est-ce que tout ça Oui, fonctionne? bien sûr. Et je suppose que ça a un lien aussi avec la partie commande externe, c'est-à-dire travailler sur commande, quoi. Comment vous avez évolué dans l'aspect financier de votre travail en fait comme Alors, sculptrice? ça, c'est à partir du moment où vous êtes dans une galerie, c'est vraiment un truc qu'on maîtrise plus vraiment. C'est-à-dire que ça s'appelle la cote, effectivement, c'est-à-dire que c'est plus vous qui faites vos prix, c'est le prix auquel se vendent vos œuvres dans une galerie. C'est ça qui fait le prix. Donc, après, soit la galerie, effectivement, contribue à l'augmentation de vos prix, soit pas. En l'espèce, je sais pas très bien ce qu'il en est. C'est vrai que des commandes à Shanghai ont fait peur parce que on pensait. Enfin, mais moi, je sais pas comment ça évoluera. Mais la politique du prix, moi, j'aurais été bien incapable moi de dire tiens ça vaut tant. D'autant moins que la valeur de mon travail est très souvent, sauf pour le bronze, où vous avez la matière qui coûte très cher. Et donc, effectivement, vous pouvez pas vous permettre d'avoir une très grande liberté des prix. Moi, tout mon travail de grillage, c'est essentiellement l'intérêt est dans le geste artistique, c'est pas dans le matériau. Donc, c'est vraiment pas un truc que je peux imposer. Et c'est vraiment parce que des galeries les ont vendus et ont mis un prix et ont évalué la chose que ça s'est fait comme ça. C'est génial, vous avez pu déléguer à autrui la partie Ouais, qui pose problème à beaucoup de personnes et même aux avocats et à tout prestataire de service qui est mais combien vaut mon bien sûr, travail? bien sûr. Et après, en fait, vous êtes un peu tenu à ça parce que moi, je ne travaille pas que sur des commandes de gens inconnus. J'ai quand même aussi des gens qui me connaissent ou qui me suivent et qui me demandent des choses et je me recogne à chaque fois quand même à la difficulté de l'évaluation. Alors évidemment, quand on a une cote, c'est plus facile de pouvoir dire, ben voilà ce qui est vendu dans les galeries pour tel format et vous rapportez au format, ce qui est d'ailleurs assez
Ce qui peut être absurde, c'est-à-dire que vous pouvez passer moins de temps sur une grande pièce que sur une petite, mais néanmoins, il est rare que vous ayez une petite pièce plus chère qu'une grande. Donc voilà, tout ça est un espèce Oui, de jeu à matrice variable. ouais. Et ça vous fait quoi de vous dire que vous gagnez votre vie comme sculptrice? Ah, ça me fait plaisir. Je suis contente. Mais alors, ceci dit, je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis pas un Jeff Koons ou un qui que ce soit du tout. Mais néanmoins, je fais partie effectivement des artistes qui vivent de leur art, et ce qui est déjà pas si courant. Donc ça, c'est vrai que c'est satisfaisant, mais que j'aurais pas, je suis pas sûre que j'aurais pu survivre sans en vivre. Autrement dit, voilà, j'avais pas de fortune personnelle à gérer. J'ai toujours été indépendante financièrement, donc heureusement que ça a fonctionné. Oui, non, mais j'en doute, mais quand même, d'un point de vue un peu. Enfin voilà, c'est pas rien quoi de se dire Oui, oui, non, bah, que vous vivez de votre travail comme sculptrice, comme artiste, alors que enfin, le milieu de l'art, c'est un voilà, peu comme la plupart des milieux, mais il y a vraiment ce côté où à la fois on voit des artistes enfin, dont les codes s'envolent et le marché de l'art fait beaucoup de bruit sur, enfin, juste cet argent qui mm, circule et qui semble un peu sortir de nulle part, mm, etc. Et puis à côté de ça, il y a une marée d'artistes, et ce qui ne juge absolument pas de leur qualité, mais enfin voilà, absolument, qui n'arrivent pas absolument. à s'en Non, 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 sortir, tout à fait. voilà. Et donc du coup, enfin, et en plus, en prenant en compte le fait que vous n'êtes pas sorti d'une école Voilà. d'art, Non, non, c'est que vous êtes l'axe. arrivé sur le tard Mm, là-dessus, mm. etc. Tout ça, c'est quand même intéressant de se dire maintenant, ben, mine de rien, vous en vivez et vous faites partie de ces artistes qui en Voilà, vivent. tout à fait. Non, non, absolument. Je ne suis pas dans ceux dont vous parliez en premier. Je ne suis pas dans l'art financier. Euh, je pense pas que ce ne sera jamais un jour parce que il y a d'autres ingrédients qui interviennent dans les raisonnements des gens qui rentrent dans ces cercles-là, qui sont pas forcément liés d'ailleurs à l'art. Donc ça, j'en suis pas. Mais effectivement, néanmoins, j'arrive à en vivre. Je sais pas si ce sera le cas l'année prochaine, mais néanmoins déjà, c'est vrai. Ouais, non, non, c'est une chance. Et comment est-ce que vous entrevoyez les prochaines années? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des rêves comme artiste? Est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler? Comment vous voyez les choses? Je sais pas, je trouve qu'effectivement, euh, ces histoires de commandes sont très rassurantes parce que vous savez que jusqu'à leur exécution, vous pouvez en vivre, peut-être. Néanmoins, je n'ai pas un carnet de commandes qu'aurait un Jeff Koons, sûrement pas. Et en plus, c'est pas du tout mon créneau. Donc il demeure cette incertitude. Et puis aussi, quand vous êtes sur des commandes, vous êtes effectivement un peu obnubilé par la réalisation de ces projets, s'ils sont un peu importants. Et du coup, me dis que peut-être si on passe par des périodes plus difficiles, ça vous oblige peut-être à retourner un peu au cœur de ce qui vous, de, indépendamment de projets, de savoir ce qu'on veut dire. Même si je sais pas très bien ce que je veux dire vraiment, ça a toujours été mon problème, mais en tout cas de ce qu'on veut creuser. Mais du coup, idéalement, j'aimerais effectivement avoir les moyens de faire des choses de plus en plus, en tout cas, de continuer à créer. Enfin, avoir les moyens de continuer à créer. C'est ça mon objectif. Alors évidemment, si je Hmm. suis reconnue, j'en serais ravie. Mais c'est mon ambition première, c'est d'avoir les moyens de continuer à vivre de ça. Effectivement, de ne pas avoir besoin de faire autre chose, ce dont je serais probablement plus capable d'ailleurs. Et je dérive un peu, mais et ma question va être très mal posée parce que elle est encore un peu floue dans ma tête, mais qu'est-ce que
à votre avis, quelle est votre présence à vous qui cherchez à créer de la présence avec votre œuvre? Dans mon œuvre, où est ma présence à moi? Ouais. Ben oui, c'est-à-dire comme artiste, je sais pas, je m'interroge sur cette présence que vous arrivez à créer avec vos sculptures. Qu'est-ce que ça implique dans votre rapport à vous, à la notion de présence? C'est intéressant, très intéressante question, parce que justement, moi, c'est vraiment une interrogation que j'ai. C'est que très souvent, c'est marrant j'ai pas un ego. J'ai très souvent le sentiment de ne pas avoir l'ego suffisant pour imposer les choses. C'est-à-dire dans l'univers dans lequel on vit. Et c'est ce qu'on pardonne toujours aux artistes. Et d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ça participe pas aussi de leur reconnaissance. Voilà, ça, c'est un artiste, il a un ego démesuré, il s'impose. Moi, très souvent, quand j'ai exposé avec un ou deux autres artistes, j'attends qu'ils se positionnent et ensuite je me mets dans les trous. Et je fais un petit complexe de ça. Je me dis, oh là là, je serais une vraie grande artiste. Je dirais, non, excusez-moi, c'est moi qui me mets là et vous vous mettrez à côté. Ça, je regrette. Et peut-être que c'est justement parce que je sais pas faire ça que j'aime peut-être être présente dans l'œuvre elle-même. Ou oui, voilà, c'est peut-être une réponse c'est peut-être là que je me situe plus que dans la personne ou la personnalité qui s'imposerait. Je sais pas, mais dans la question que vous posez, j'ai cru apercevoir un début de réponse qui me plaît en tout cas. Ah, mais c'est amusant parce que je sais plus si je le diffuse avant ou après vous. Attendez, je vais voir mon petit planning. Je vais voir mon petit planning. Ouais, juste après votre interview, la semaine après la diffusion de votre interview, je vais diffuser l'interview d'un avocat qui exerce au Japon, un avocat français qui exerce au Japon. Et en fait, on a eu toute une discussion et on a parlé notamment de l'ego et de la place de l'ego au Japon et qu'au contraire, au Japon, il n'y a pas d'ego, il n'y a que du collectif. Et on est arrivé à cette sorte d'articulation où en fait, lui aussi, il aime bien avoir un ego assez effacé. Et pas, c'est quelque chose qu'il n'aime pas particulièrement dans la culture occidentale et notamment dans la culture française. Le fait que que le succès revienne un peu à briller, au fait de un côté un petit peu exhibitionniste de sa personne, un caractère qui s'affirme en prenant de la place sur les autres. C'est pas quelque chose avec lequel il est très à l'aise. Et donc ça me fait complètement penser à ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi parce que il s'est développé au Japon comme un avocat français qui s'est développé au Japon, donc en étant quand même un petit peu particulier, parce qu'il quand bien même il n'est pas dans un ego par rapport aux autres, il en a un occidental classique, il est quand même un petit peu et en fait voilà, il en a fait de ça voilà, il a réussi quand même à briller dans cette volonté de ne pas briller d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait un petit peu penser à ça, votre réponse. De trouver une manière dans sa personnalité d'être quand même là, quand bien même on n'est pas là de manière écrasante ou en s'imposant ou voilà. Non, c'est vrai. Ah, je vais être très contente. Je vais pouvoir m'enorgueillir d'avoir su m'imposer dans mon œuvre et en la regardant. Et quelle est votre dernière joie, Pauline? Ma dernière joie, c'était d'évoluer dans l'atelier dans lequel je travaille en ce moment à Pantin, sur le bord du canal de l'Ourcq, qui devait se terminer au printemps, à l'été, parce que les travaux qui devaient transformer cette usine de 20 000 m2, qui est l'atelier que je partage, en projet immobilier, a été reporté. Et ça a été une source de grande joie. Je me suis dit, ouf, encore quelques mois dans ce lieu magique. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre robe? Qu'est-ce que j'ai fait de ma robe? Elle doit être dans une malle, je crois, dans ma cave. Une malle à la cave, très bien. Merci beaucoup, Pauline. Mais je vous en prie.